11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ça y est, j'ai traversé. Je continue, toujours tout droit. 3. Fuite. Et là, ici, là, pas loin, il y avait une maison rose, je crois. Verte, violette, bleue. Oui, bleue. Elle était bleue, cette maison. Il y avait une autre maison, dans laquelle il y avait un monsieur étrange qui nous donnait toujours des bonbons. Il avait peint sa maison de couleur, il y avait 2 gros Doberman, puis il y avait des espèces de petites figurines là, qui nous semblaient vraiment bizarres. Tu sais, à 4-5 ans. On va aller là, ici, à gauche. Tiens, viens voir, à gauche. Je remonte la rue Brodeur. Il cherche quelque chose. Il habitait dans ce coin-là. Il était architecte. Il habitait à la maison de l'autre côté, là, la maison jaune. La maison bleue. Il y avait des projets fous. Il voulait recouvrir tous les boulevards. Il rêvait d'étirer la ville, de la rendre élastique. De lui appliquer des effets dilatateurs et expansifs. Il est l'auteur du village olympique et du pavillon du Québec à l'Expo 67. Il a finalement fui dans une ville satellite. Il voulait recouvrir tous les boulevards. Ici, c'est une autre partie de la ville qui risque la fermeture. Ils sont trop oppressants. Ce que vous avez écouté en ouverture est un extrait d'un projet web produit par Topo avec le collectif Audiotopie, dont Yannick Guéguin, ici présent parmi nous, était un des fondateurs. Et c'est quelqu'un qui a travaillé aussi vaillamment à ce projet. Et c'était une balade, en fait, c'est une recréation sonore à partir d'une visite guidée qui était interactive dans le site web Bétacité, produit par Topo, avec notamment le soutien de la Ville de Montréal. Et on a fait le site web Bétacité, en fait, a été produit avec Flash et permettait de scénariser un parcours sonore à travers 3 quartiers de Montréal, notamment Notre-Dame-de-Grâce. Et ensuite, il y a eu tout un travail de recréation sonore, de remise en situation à partir d'entrevues réalisées avec des citoyennes de Notre-Dame-de-Grâce. Il y a eu un travail de recréation du parcours à travers Flash. Alors, je l'ai sorti parce que dernièrement, cet été, la plateforme audio de Radio-Canada démarrait et ils ont fait appel à la Ville de Montréal pour un appel de projet sonore créé avec le soutien de la Ville de Montréal à l'intérieur du programme de médiation culturelle. Et ce projet-là, cette balade dans Notre-Dame-de-Grâce, a fait partie de la programmation estivale. Alors voilà, Topo, vous êtes plusieurs qui nous connaissez certainement parce que vous êtes rendus ici au Forum. On est un centre de création en art numérique. On est actif depuis déjà quelques années, depuis 1998 en ligne. Alors, on a travaillé à la création et à la production de plusieurs projets numériques divers. Et c'est avec plaisir aujourd'hui que je cède la parole à Zoé Gagnon-Paquin, qui est cofondatrice de Magnéto. Magnéto, qui est une entreprise qui a, parmi les premières, il y a quelques années, avec l'essor du balado, choisi d'occuper le champ de la balado-diffusion. Ça fait de cela 5 ans. Alors, bon après-midi. On a un beau programme. On va suivre avec Sylvain Aubé. Alors, bonjour Zoé, je cède la parole. Merci Michel. Bonjour tout le monde. Alors, on a 1h30 ensemble. On va passer à travers différentes définitions du balado, un aperçu du secteur,
mais surtout se concentrer sur l'émaillage entre le médium balado puis le livre audio. Moi, je donne souvent des formations. J'adore donner des formations. Là, aujourd'hui, je suis un peu nerveuse parce que d'habitude, moi, j'ai une demi-journée, une journée. Là, j'ai 75 minutes. Fait qu'on va commencer sans plus attendre. Je tiens absolument à ce qu'on se garde un moment pour des échanges à la fin. Donc, on va avoir ce moment-là. Je réussis à rentrer dans les temps. Et puis, je tiens aussi à vous dire, ceux qui ont des écouteurs, c'est parfait parce qu'on va faire des écoutes en fin de présentation. Je vais vous proposer des extraits d'écoute. Alors, ceux qui n'ont pas d'écouteurs, ça marche aussi. Il faudra juste s'assurer d'être sur mute. Alors, partager. Je vous partage. Ah, Michel, je ne peux pas partager mon écran. Je pense qu'il faut que tu mettes co-animatrice. Ah, ça marche maintenant. Excellent. Voilà. Donc maintenant, vous allez voir ça. Et puis, excellent. Alors, ça fonctionne, Michel? Un petit signe de pouce? Excellent. Parce que je ne vous entends plus. Alors, c'est parti. Donc, pour commencer la présentation, bon, voilà. Alors, le contenu d'aujourd'hui, on est divisé en 3 parties. Moi, je souhaite vraiment prendre le temps de bien définir qu'est-ce que le balado en tant que médium. On parle souvent de la définition du terme balado lui-même, mais je veux qu'on s'attarde au balado en tant que médium et qu'on fasse un survol du marché aussi. C'est quoi les auditeurs? C'est quoi les plateformes? Quels sont les principaux enjeux du secteur? Puis tout ça, ça va bien mettre la table pour discuter de maillage entre le balado et le livre audio. Puis on se garde un 15 minutes à la fin pour les échanges. Alors, pour poursuivre sur la présentation de Michel, en tant que cofondatrice de Magnéto, moi, j'ai surtout agi à titre de productrice avec Magnéto. Donc, depuis 2016, depuis 5 ans, j'ai été de la production d'une cinquantaine de créations maison, souvent des épisodes uniques qu'on a regroupés en collection dans 5 balados. Donc ça, c'est tous des projets indépendants là, qui étaient signés et aidés par Magnéto. Et surtout, voilà. Et surtout, on a eu aussi beaucoup de services qu'on a offerts avec le milieu culturel. C'est ça qui nous a permis de grandir, faire nos armes. Donc, on avait vraiment des services de la conception à la diffusion. Et ça nous a permis de faire plus de 70 projets, principalement pour des partenaires publics au BNL, parfois privés aussi. Donc, ça, vous voyez, c'est des vignettes là, de différents balados sur lesquels j'ai été impliquée au niveau de la production. Et puis, c'est ce qui permet aujourd'hui de faire, d'aborder ma propre définition du médium balado, que je vois déjà comme un médium d'expression en plus que d'un médium de diffusion. Et puis, je pourrais vous définir qu'est-ce que j'entends par là. Mais certainement, pour Magnéto, puis pour moi, le balado, ce n'est pas qu'un véhicule de diffusion de contenu audio, c'est vraiment un lieu qui a son écriture propre. Et c'est dans cette perspective-là que je vous fais la présentation aujourd'hui. Alors déjà, commençons par le commencement. Est-ce qu'il faut dire balado ou il faut dire podcast? Alors, ce que vous voyez là, la ligne bleue, la ligne rouge, c'est les recherches du mot-clé podcast en bleu, puis balado en rouge. On voit que le mot podcast continue d'être beaucoup plus utilisé, même au Québec. Ça veut dire la même chose. Balado et podcast, ce sont 2 traductions de même signifiant. L'un en anglais, l'autre en français. Le mot anglais est un mot valise, c'est la contraction de iPod et broadcast, ce qui donne podcast. Et puis balado, c'est l'Office québécois de la langue française qui a traduit podcast. Donc, on comprend que en Europe francophone, le mot podcast est celui qui est utilisé, le mot balado est peu ou pas connu. Et puis maintenant, balado versus balado-diffusion. Un balado, c'est le terme qu'on va utiliser dans la grande majorité des cas. Donc, on dit un balado et ça veut dire un podcast. Et ça peut vouloir dire cependant soit une émission, soit la série au complet, donc un ou plusieurs épisodes. Quand on parle de la série au complet, on réfère finalement au flux RSS du balado, qui est le mode de diffusion. Puis, je sais que la plupart d'entre vous, probablement, ne sont pas familiers avec c'est quoi un flux RSS, mais justement, c'est ce qu'on couvre dans quelques instants.
La balado-diffusion, c'est la traduction du terme podcasting. C'est un usage qu'on va faire plus occasionnellement. Puis ça désigne vraiment le mode de diffusion. Donc, c'est là où on est au niveau de la technologie et non pas au niveau du contenu. Et puis, c'est intéressant de faire cette distinction-là parce que ça va ça va nous aider à avoir une clarté quand on va poser des questions telles que le balado est-il un livre audio, puis de distinguer qu'est-ce qu'on retrouve en balado-diffusion, quels sont les différents types de balado. Donc, d'avoir cette distinction-là entre le contenu lui-même puis son mode de diffusion, c'est la base pour se retrouver après ça dans la grande panoplie de choses qui existent. Alors, le balado en tant que médium. Bien, le balado en tant que contenu, c'est un lieu d'expression. Moi, ce que j'aime souvent dire, c'est qu'on n'écrit pas au théâtre comme on écrit pour le cinéma. Un romancier va avoir son style d'écriture et celui-ci devrait être adapté si par après on veut en faire un film ou une pièce de théâtre. Eh bien, le lieu sonore, l'espace sonore, c'est un autre lieu, tout comme la page, tout comme les planches de la scène, tout comme les salles de cinéma. Donc, c'est un lieu qui peut être habité de son écriture propre. Et cela dit, quand on diffuse un podcast qui a été conçu pour la balado-diffusion audio, c'est un produit audio qui est natif, c'est-à-dire qui n'a pas été fait pour être écouté ailleurs. Il peut avoir de très grands nombres de formes. J'en ai nommé quelques exemples. Des entretiens libres, c'est la forme qui est la plus courante. Je suis pas mal certaine que la plupart d'entre vous écoutez au moins un balado de temps en temps qui est formé d'entretiens libres. On a des entretiens qui sont scénarisés. Par exemple, bon, strictement, ce n'est pas un balado comme tel, vu que c'est surtout à la radio, mais l'autre midi, à la table d'à côté, c'est un bon exemple de ça qui est bien connu. Il y a des documentaires qui sont réalisés pour le balado, par exemple les balados d'enquête, les documentaires d'auteur, les fictions, les docufictions. Donc là, on est vraiment sur des types de contenus. Alors que si on s'attache au balado en tant que contenant, là, ça peut être vraiment très, très vaste, là, la source du fichier audio. Parce que si on se dit, on prend quelque chose, on le met sur une plateforme de balado, on le diffuse via la balado-diffusion, donc vraiment, si on utilise les technologies de balado-diffusion, qu'est-ce qui peut faire l'objet d'une balado-diffusion? C'est vraiment un fichier audio, un fichier MP3, typiquement. Donc, on sait tous c'est quoi les fichiers MP3. Dans le temps, on les downloadait sur notre ordi. Eh bien, un fichier MP3 peut être constitué, par exemple, d'une émission de radio, d'une bande sonore, d'un contenu filmé, d'un enregistrement audio, d'une performance, d'une lecture à voix haute, une captation de conférence, des créations sonores, même de la musique. Tout ce qui se met en fichier audio MP3 peut éventuellement, si quelqu'un le place via la balado-diffusion, se retrouver à côté de balados natifs sur des plateformes balado comme Apple Podcast. Et c'est là où parfois ça devient mêlant et où on se pose la question qui tue. Un contenu audio qui fait l'objet d'une balado-diffusion, est-il nécessairement un balado? Alors, il y a des camps dans cette question-là. Moi, j'ai choisi le mien. Moi, je réponds non. Mais c'est important quand même de poser la question parce que si j'ai envie d'écouter La soirée est encore jeune et que je ne l'attrape pas à la radio, je vais sans doute l'écouter sur mon application Balado. Donc, c'est une émission de radio. Je sais que c'est une émission de radio produite par Radio-Canada. Je l'écoute sur mon application Balado sur mon téléphone à côté de Balado qui n'ont jamais été diffusés à la radio. Je comprends ce que c'est. Mais il y a des cas où c'est moins évident. Alors, pour moi, quand on nous approche pour faire une production Balado, quand on imagine un balado, c'est vraiment important de l'imaginer d'abord et avant tout comme quelque chose qui va exister sous une forme sonore qui ne sera pas en direct, où les longueurs peuvent varier, où c'est le contenu qui donne la forme au réel et c'est non pas des contraintes de cases horaires ou de temps ou de durée de diffusion qui vont influencer la forme et le contenu de ce que je vais entendre. Puis c'est ça la beauté et l'avantage du podcast, c'est qu'on est vraiment sur un nouveau médium qui offre ses libertés propres, qui ne sont pas les mêmes libertés que la radio. Dans le balado, on est sur généralement des publics cibles qui sont beaucoup plus précis. On est sur des tons qui sont plus intimistes. On projette moins la voix typiquement dans les enregistrements balado qu'à la radio.
comme on sait qu'on ne rejoint pas les auditeurs en direct, on recrée la connexion avec l'auditeur d'une autre façon, souvent par le sous-entendu, souvent par la référence à des épisodes précédents, quand c'est un podcast qui dure longtemps, souvent par l'adhésion à des valeurs communes qui sont réaffirmées, soit explicitement ou implicitement. Donc, le balado, c'est souvent l'univers d'une communauté. Et à ce titre-là, on le distingue bien de différents autres médiums. Évidemment, on le distingue aussi du livre audio. Donc, le livre audio est-il un balado? Non. Dans la présentation de Sylvain tout à l'heure, vous allez entendre parler davantage de ces distinctions-là. Mais moi, je trouve vraiment intéressant de poser la question pour deux raisons. Déjà, parce que c'est sujet à confusion. Je peux parfaitement prendre un livre audio, le téléverser sur Apple Podcast et l'écouter comme si c'était un balado. Donc, déjà, la question s'impose puisqu'il est possible de présenter l'apparence d'un balado. Mais surtout, moi, j'aime bien qu'on pose la question si un livre audio est un balado parce que, en fait, il y a des maillages possibles, il y a un continuum et ce n'est pas des catégories discrètes qui ne se touchent pas. Il y a vraiment des œuvres, des projets qui sont à la croisée du livre et de la création sonore. C'est de ces projets-là dont on parle aujourd'hui avec quelques présentations d'études de cas que je fais en fin de présentation. Je présente 3 cas quand on aura fini de passer à travers l'univers du balado. Et c'est là où, pour moi, c'est vraiment intéressant. Il y a quelque chose dans le milieu culturel à se saisir au niveau des opportunités de maillage. Et donc, bien que le livre audio, ma réponse à cette question-là, ne soit pas un balado, il existe certainement des balados livresques et des livres adaptés en balado qui deviennent un balado natif à part entière. Et c'est cette frontière-là, cette zone grise-là qui est le crépuscule où les formes se fondent et où tout apparaît possible, où j'ai l'impression, je marche dans un sentier, je vois au loin et je ne sais pas si ce que je vois, c'est un rocher ou un animal. Donc, c'est dans cette zone-là où la créativité peut exploser. Et donc, pour cette raison-là, c'est un non soft, ma réponse à la question. Alors, je ne vais pas passer à la prochaine slide. Voilà. OK. Alors, afin de bien catégoriser le grand champ d'options qui s'offre à nous, j'ai créé un cadran avec 4 quarts où en haut, dans la moitié d'en haut, on voit tous les contenus qui sont scénarisés, donc qui sont écrits. Et en bas, dans la moitié d'en bas, on voit tout ce qui est non écrit. Et on peut avoir des balados natifs, donc toute la case en bleu que vous voyez à votre droite. On peut avoir des balados qui sont scénarisés. On peut en avoir qui ne sont pas scénarisés. Même chose pour les autres contenus qu'on peut téléverser, là, qui sont des fichiers MP3, la conférence, etc. Certains peuvent être scénarisés, par exemple les pièces de théâtre, les livres, évidemment. Ils ont fait l'objet d'une écriture, tandis que d'autres, des panels, des conférences, des événements, ne feront pas l'objet de scénarisation, puis vont être captés tels quels. Évidemment, les émissions de radio en live, l'émission de radio matinale du matin, ce n'est pas scénarisé généralement. Donc, on voit qu'un balado qui va s'approcher du livre audio va être dans l'écran, dans le cadran supérieur droit. Donc, j'ai marqué par le chiffre 1. Et c'est vraiment là où on va concentrer notre exploration aujourd'hui. Tous mes exemples appartiennent à ce cadran. On est dans du balado qui est natif, qui a été imaginé avec toutes les ressources de l'écriture sonore et dans quelque chose qui est scénarisé. Alors, je vous donne des exemples de différents projets dont vous auriez soit pu entendre parler ou pas entendre parler. Donc, dans tout ce qui est bleu, vous voyez en haut, on a 3 exemples. Paul dans le Nord, La vie secrète de l'art. On y reviendra, c'est mes exemples d'études de cas qu'on voit aujourd'hui. En bas, en bleu, c'est, bon, vous voyez, ça passe du trait amateur au trait professionnel, du Doc Mayou à Michelle Obama. J'ai mis ces 2 exemples-là en contraste parce que, bon, j'ai jamais écouté le podcast du Doc Mayou, mais c'est un exemple pour montrer à quel point le balado aujourd'hui, c'est encore fortement animé par une communauté d'amateurs, de gens qui font du balado par eux-mêmes,
bénévolement. Ça leur coûte pas grand-chose de faire. Ils n'ont pas de revenus. C'est vraiment juste leur propre petite communauté caisse de résonance. Et ça, il y en a vraiment beaucoup des balados comme ça. En termes de quantité, il y en a énormément. Et puis, à l'autre extrême du balado d'entretien, qui n'est pas scénarisé, qui est tout simplement une conversation, ben, on a des grands profils, comme par exemple Michelle Obama. Et puis, évidemment, ça fait l'objet d'une présentation professionnelle. Vous le voyez, c'est une commandite de Spotify. Et donc, tout ça, c'est fait pour le médium balado. Ça n'a jamais été diffusé à la radio. Et probablement, ça ne sera pas diffusé dans d'autres lieux non plus. À gauche, en provenance d'un autre médium, vous avez sans doute entendu parler de J'aime Hydro. Aujourd'hui, c'est disponible sur les plateformes d'écoute balado, mais évidemment, à l'origine, c'est une pièce de théâtre qui a été captée. En bas, on a une émission de radio. En fait, la plupart des émissions de Radio-Canada pourraient être placés là, dans ces cases-là, parce qu'ils sont généralement tous par la suite téléversés sur les plateformes balado pour les gens qui souhaitent les réécouter plus tard. Voilà. Alors, si on parle du marché du balado, il est constitué des auditeurs, des plateformes, puis évidemment beaucoup des enjeux du secteur également. Le balado est un médium qui est en pleine évolution. Le titre de la série organisée par Topo Mutation s'applique particulièrement bien au médium du balado. L'aperçu du secteur que je vous donne est pertinent aujourd'hui, mais sans doute si on refait une présentation sur le même thème l'année prochaine, ça va être tout autre chose que je vais vous présenter. Moi, depuis 2016, j'ai vu évoluer le milieu à vitesse grand V. Il y a des grands joueurs aujourd'hui qui n'étaient pas là il y a quelques années. Je pense à Spotify. Il y en a qui ont disparu. Je pense à Google Play Music. Donc, pour ceux qui veulent réfléchir à des modèles d'affaires, des agencements de production, des stratégies de diffusion, c'est vraiment quelque chose à réinventer, là, certainement à chaque année dans le milieu du balado, mais c'est aussi ce qui en fait un lieu très stimulant. À preuve, les chiffres clés du marché mondial, on a facilement 1 million de balados dans le catalogue de Apple Podcast, puis 20 millions d'épisodes. Puis encore là, ça, c'est des chiffres, c'est avec la dernière étude qui va paraître bientôt, ça va avoir encore augmenté, je ne serais pas surprise, de 500 000. Donc, il y a vraiment une très, très forte croissance du nombre de balados. Donc, il y a un foisonnement. Évidemment, ça crée des enjeux de découvrabilité, on y reviendra. Cependant, malgré la grande, grande diversité et quantité des balados, pensez, là, si le Doc Mayou a son balado, tout le monde a son balado, vous comprenez ça. Il y a seulement 1% des balados qui dépassent 35 000 téléchargements par épisode. Puis encore là, ça, c'est une source, Libsyn, c'est une source américaine. Moi, je pense qu'au Québec, c'est beaucoup moins que ça parce que Libsyn, évidemment, il se base sur le marché mondial, souvent le marché américain. Au Québec, on est 8 millions, aux États-Unis, ils sont 350. Donc, c'est sûr que moi, de ce que j'ai observé, est-ce qu'au Québec, 7,1% des balados dépassent 50 000 téléchargements par épisode? Non, vraiment pas. C'est plutôt l'exception. Il va y avoir quelques balados très, très connus. Évidemment, ceux de diffuseurs qui peuvent, à grande échelle, faire beaucoup de publicité. Je pense notamment à Radio-Canada, à Cube Radio, etc. Mais encore là, il faut travailler là, pour obtenir ces 5000 téléchargements par épisode. 141 de moyenne de téléchargements par épisode, ça me semble valable. Oui, c'est une source américaine, mais ça me semble valable au Québec aussi. Puis évidemment, si je n'ai pas de source québécoise comme telle, c'est qu'en ce moment, puis c'est un des enjeux du secteur, il n'y a pas d'études sur le marché qui est spécifique au Québec comme tel. Il y a certaines études qui sont canadiennes. J'ai des données pour vous là, d'études canadiennes là, dans les prochaines slides. Mais par contre, 141 écoute unique moyenne de téléchargement par épisode. Si on se dit que c'est la moyenne sur les 20 millions d'épisodes sur Apple Podcast, ça me paraît juste. Parce que quand on publie un balado puis qu'on fait pas trop, tu sais, qu'on fait pas vraiment de publicité, qu'on n'a pas de deal de distribution, bref, que le balado est un peu laissé à lui-même sur Internet. Moi, ce que j'ai constaté dans différents projets là, que j'ai pu superviser, c'est souvent ça qui arrive. Peut-être on va avoir 100, 140 auditeurs par épisode, puis ça, à moins qu'il y ait vraiment un push pour la promotion. Donc ça, j'y crois. Donc, voyez-vous, le balado peut être un bon médium pour atteindre un public qu'on a déjà.
mais c'est généralement pas la façon de trouver des nouveaux publics, sauf sous circonstances spéciales. Puis j'ai une étude de cas qui vous montre ça en fin d'épisode. En fin d'épisode, en fin de présentation. Alors, qui écoute des balados? Alors, c'est généralement un public qui a un revenu jeune et éduqué, parce que si on regarde la proportion des 18-34 ans, ça c'est la tarte jaune et orange et brune. Les 18-34 ans, la moitié d'entre eux vont écouter des balados régulièrement. Et puis ça, c'est vraiment des données canadiennes. Alors que dès qu'on passe à 35-50 ans, c'est seulement un peu plus du tiers. Puis là, chez les 55 ans et plus, c'est vraiment la minorité des gens qui écoutent des balados régulièrement. Donc, les auditeurs réguliers sont généralement jeunes et sont aussi plus souvent détenteurs d'un diplôme universitaire qu'autrement. Donc, ce que vous voyez à gauche, c'est que, à droite, pardon, chez les Canadiens qui ont 18 ans et plus, en moyenne, 28 écoutent des balados régulièrement. Mais si on prend les gens qui ont un diplôme, là, on passe à 43 Puis c'est une augmentation qu'on trouve aussi chez les gens qui ont des revenus plus élevés. Donc, c'est ce qui nous permet de dire que les podcasts atteignent un public qui est jeune, un peu plus éduqué que la moyenne, avec des revenus un peu plus élevés que la moyenne. Moi, je m'explique ça par évidemment la question de la technologie. Donc, c'est accessible par des nouvelles technologies, souvent des téléphones intelligents. Et pour cette raison-là, on est sur ces créneaux de public cible-là. Cependant, plus les années passent, plus le podcast se répand. Donc, je m'attends à ce que dans les prochaines années, la démocratisation du balado là, s'amplifie encore davantage, puis qu'on voit de moins en moins ces différences-là. Mais on est encore au début du médium, donc c'est toujours visible pour l'instant. Et puis maintenant, quand est-ce que les gens écoutent un balado? Bien, curieusement, peut-être que ça vous surprend, mais le lieu le plus fréquent pour l'écoute de balado et de loin, c'est la maison. Vraiment, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est ce qui explique en grande partie l'essor. Non, il y a beaucoup de choses qui expliquent ça, mais le balado a vraiment eu le vent dans les voiles dans la dernière année. Et ce n'est pas seulement à cause du passage en ligne à beaucoup de nos activités, c'est parce qu'on passe beaucoup de temps à la maison. C'est un lieu où on écoute beaucoup de balados parce que si on regarde qu'est-ce que les gens font pendant qu'ils écoutent un balado, on voit que souvent, ils ne font rien d'autre. Ils font juste écouter. Donc, pour ça, généralement, il faut être à la maison. Ou, généralement, ils vont faire des tâches ménagères. Ça, c'est en deuxième position. Donc, c'est souvent les façons dont on écoute un balado. Puis, ce qui est intéressant, c'est que le balado est écouté surtout avec un téléphone. Donc, à la maison, plus avec un téléphone, l'image que ça crée, imaginez-vous quelqu'un devant son évier, il y a le téléphone dans sa poche, il y a des écouteurs branchés parce que, bon, on entend mieux comme ça, puis surtout, il se promène dans la maison. Parce qu'il écoute avec son appareil mobile, on le voit, les sondages montrent, on est vraiment sur majorité téléphone intelligent. Et donc, les gens sont avec leur téléphone, chez eux, des écouteurs, puis tout ça crée une dynamique d'écoute où, quand on écoute un podcast, on est dans une bulle. On est dans une bulle d'intimité. On est souvent complètement attentif à ce qu'on écoute, beaucoup plus que quand on écoute la radio ou des vidéos YouTube ou la télé qui joue dans le fond de la pièce. Et pour cette raison-là, le balado, c'est vraiment un médium où il fait bon explorer des formes narratives. On y reviendra. Maintenant, si vous regardez les applications, la grande partie de la tarte, ça reste Apple Balado. Apple Podcast, en fait, là, je ne pense pas que Apple Balado, c'est une appellation officielle. Et puis, il représente la très grande majorité des écoutes. En deuxième position, on a Spotify. Ça, c'est nouveau. En 2016, Spotify ne diffusait même pas de balado. Donc, c'est quand j'ai fondé Magnéto, Spotify n'existait pas. Puis là, à chaque année, il prend une plus grande part de marché. Et puis donc, moi, je suis curieuse de voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. C'est sûr que pour l'instant, la dominance de Apple a des effets extrêmement sérieux là, au niveau de la découvrabilité, dans le sens où Apple est un grand catalogue qui n'a pas vraiment beaucoup de classement, donc ça donne le ton pour le reste du secteur. Maintenant, une dernière chose par rapport au contexte d'écoute du podcast, puisqu'il différencie probablement de d'autres types de médias numériques qu'on peut écouter en ligne.
Ce qui est vraiment particulier avec les balados, c'est le taux de rétention. Mais vous, là, je vous montre quelque chose d'assez typique. C'est même pas un bon exemple. Comme par exemple, si moi, j'avais fait ce balado-là pour un partenaire ou un client, je dirais pas méga succès, je dirais bon ou acceptable. Parce que voyez-vous, la proportion de l'auditoire qui écoute jusqu'à la fin, bon, là, il y a un petit drop à la fin complètement. Ça, c'est les crédits. Souvent, les gens n'écoutent pas les crédits jusqu'à la fin. Mais la ligne est presque droite. Mais oui, il y a comme un petit drop au début. Ça, c'est les gens qui ne savaient pas trop c'était quoi le contenu. Ils écoutent. Bon, là, dans les premières minutes, ils décident d'arrêter d'écouter. Là. Mais dès qu'ils ont comme compris c'était quoi puis ils décident de l'écouter, c'est très, très, très stable. La ligne est presque droite. Et puis, là, juste à la fin, quand les crédits commencent à embarquer, là, les gens arrêtent parfois à ce moment-là. Mais ça, c'est vraiment particulier parce que les gens qui sont dans l'univers plutôt vidéo puis qui diffusent des capsules vidéo sur le web, que ce soit sur Facebook, YouTube, Instagram, ils seraient, wow, pour eux, ça serait un miracle inespéré parce que il y a l'engagement qui est beaucoup moindre là, quand on est sur du médium vidéo. Mais quand on est en podcast, oui, on est sur l'univers numérique. Oui, on est dans l'univers, effectivement, de l'Internet où tout va vite, du clic. Mais en fait, non, parce que, rappelez-vous l'image que je vous ai évoquée, la personne qui est à son évier, chez elle, relax, elle fait la vaisselle, elle a le téléphone dans sa poche, elle a les écouteurs dans les oreilles, ses mains sont occupées ailleurs. C'est pas quelqu'un qui a le doigt proche du X tout le temps. C'est vraiment, il y a un choix délibéré. Les gens choisissent un contenu qui leur correspond, qui ont envie d'écouter. Puis après ça, ils se plongent dedans. Puis c'est pour ça que les balados ont en moyenne une durée, là, un multiple de longueur des capsules vidéo qu'on trouve en ligne. Souvent, la capsule vidéo va faire de quelques secondes à maximum quelques minutes. Ça va être difficile là, de trouver des auditeurs pour plus long que ça. Le balado, lui, c'est le contraire. Là, je vous présente un balado qui est court. On est sur le spectrum court là, avec une quinzaine de minutes. Et c'est pour ça que le balado puis le livre audio présentent de nombreuses opportunités de maillage. La durée, la longueur d'un texte, ça pourrait être beaucoup plus rebutant pour faire des maillages avec d'autres formes de médias numériques, alors que le balado s'y prête quand même bien à cause de cette ouverture-là des auditeurs à la longueur. Maintenant, avant de se lancer dans un projet de maillage livre, balado, littérature, livre audio, je pense que c'est important de bien comprendre c'est quoi les étapes de la diffusion d'un balado. Ça pourra vous sembler technique, cette question-là, cette section-ci, mais je pense que c'est vraiment important de comprendre on est situé où, qu'est-ce qu'un balado concrètement, là, physiquement, là, qu'est-ce qui se passe, parce que ça permet vraiment de comprendre c'est quoi les enjeux, les forces, mais surtout les faiblesses du médium, puis d'en être bien conscient quand on décide d'imaginer un projet, peut-être en tant qu'écrivain, en tant qu'éditeur, en tant qu'artiste qui veut explorer des nouvelles formes narratives. Ça place vraiment les choses, là, ça recadre vraiment les yeux en face des trous là, quand on voit comment ça fonctionne. Parce que souvent, les gens pensent que c'est la plateforme, donc le fameux Apple Podcast, le fameux Spotify, qui est comme le point central de la chose. Mais en fait, comme vous voyez, ce n'est pas le cas du tout. C'est vraiment juste l'intermédiaire dans le milieu. La première étape, on a une mise en ligne des fichiers audio sur un hébergeur. On a ensuite la distribution, puis ensuite la promotion. Donc, voyons ces trois étapes-là, l'une à la suite de l'autre. Première étape, mise en ligne sur un hébergeur. Donc, vous voyez que la photo, c'est ça, un hébergeur. C'est pas connu, vous les avez jamais vus, vous n'avez jamais entendu parler, puis ça va rester comme ça. C'est vraiment juste des serveurs, puis il y a des compagnies qui font le stockage des épisodes. Pensez à... C'est un peu comme l'équivalent de WordPress pour les sites web. Tout simplement, on crée un compte. Certains sont gratuits, d'autres sont payants. Et puis, on téléverse nos fichiers audio. Donc, c'est là où physiquement, on place le fichier audio en ligne. Mais une fois que ça, c'est fait, évidemment, généralement, les gens ne sont pas au courant que notre podcast existe. Et puis, il y a d'autres étapes là, pour que notre balado puisse exister en tant que balado. Et ça, juste pour ceux qui ont la disposition à entendre parler de détails techniques, ce que l'hébergeur fait, c'est qu'il va prendre le fichier audio puis il va créer ce qu'on appelle un flux RSS. RSS, c'est une abréviation qui veut dire Rich Site Summary. Et c'est une façon dont les machines sur Internet
se parlent pour se transmettre de l'information. Alors, deuxième étape, c'est là où on distribue sur la plateforme. C'est là où on rejoint l'auditeur, d'où la photo des écouteurs. Alors là, vous voyez, il y a une liste de différentes plateformes, puis c'est là où vous allez reconnaître davantage des icônes que peut-être vous connaissez. Donc, Apple Podcast, c'est assez connu. Spotify, Google Podcast. Les autres sont moins connus, mais il y en a toute une liste. Selon l'hébergeur que vous choisissez, parfois, avec un seul clic, il va vous mettre automatiquement dessus. Sinon, il faut aller directement sur Apple Podcast, créer un compte, puis lui donner l'adresse du flux RSS. Donc, c'est comme une adresse de site web, un flux RSS, mais ce n'est pas un site web, c'est un flux RSS. On donne cette adresse-là à Apple, et Apple le répertorie dans son catalogue. Alors, les applications balado, comme Apple Podcast, Spotify et Google Podcast. Il y en a beaucoup plus que ces trois-là, mais c'est vraiment les trois principales, donc je vais me limiter à mentionner celles-ci. Si elles n'hébergent pas nos contenus audio, qu'est-ce qu'elles font? Bien, ce sont des agrégateurs, ce sont simplement des annuaires. Autrement dit, en termes techniques, ce sont des lecteurs de flux RSS. Un peu comme un navigateur. Quand je fais une recherche dans Google, ce n'est pas Google qui possède tous les sites web de la Terre, mais si je cherche des mots-clés, il va trouver les sites web qui m'intéressent. Un agrégateur de balado, c'est comparable, mais son moteur de recherche n'est pas bon. Donc, ce n'est pas vraiment la bonne façon de découvrir des balados. Et puis, une autre comparaison, c'est la comparaison avec des librairies ou des bibliothèques. Donc, une librairie, ce n'est pas propriétaire de la propriété intellectuelle, ce n'est pas l'éditeur, c'est juste un lieu où des livres sont regroupés. Même chose pour les bibliothèques. Cependant, encore là, la comparaison s'arrête là parce que les catalogues de podcasts, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, n'ont pas un système de classement de livres aussi abouti et fonctionnel que les librairies et les bibliothèques. Donc, encore là, je ne peux pas me promener dans Apple Podcast ou dans Spotify, puis vraiment, je peux faire des découvertes par hasard. Des fois, ils ont des tel éditeur a aussi écouté tel autre truc, mais il n'y a pas vraiment de façon de vraiment. Si je me pose la question, quels sont les podcasts qui ont été enregistrés à Montréal et publiés l'année passée? Impossible d'avoir cette réponse. Alors qu'en librairie, c'est facile. Enfin, c'est facile. On pourrait, en fait, peut-être qu'on ne peut pas chercher par ville, mais certainement, on pourrait chercher par pays d'édition puis par année. Entre autres, en plus de par sujet, par auteur, etc. Et finalement, au niveau du catalogue, c'est vraiment le catalogue d'Apple Podcast qui est la référence parce qu'il y a beaucoup d'applications qui tout simplement reprennent le catalogue d'Apple Podcast. Moi, par exemple, j'utilise sur mon téléphone l'application Pocket Cast, juste parce que j'aime bien là, sa fonctionnalité là, de lecteur. Et puis, c'est tout simplement un miroir du catalogue d'Apple Podcast puisque celui-ci est public. Donc, pour les gens qui cherchent à intégrer ou peut-être explorer le milieu du balado puis qui viennent du milieu de la littérature, souvent, ils sont surpris de découvrir que non, il n'y a pas de royauté payée par Spotify, Apple Podcast, il n'y a pas, ni Google, il n'y a pas de contrôle éditorial non plus. C'est vraiment juste un miroir. Ils ne sont pas impliqués dans le contenu, ils ne font pas d'argent avec ça, ils n'en donnent pas. Bon, Spotify, c'est autre chose, il y a un modèle à faire, mais c'est vraiment comme une zone qui se veut neutre, mais qui, évidemment, comme toutes les zones web, ne le sont pas parce qu'il reste qu'il y a des algorithmes qui proposent des écoutes, tout ça. Et puis, bon, ça, c'est des exemples de vignettes de podcasts. Vous voyez, il y a assez peu d'informations. Hein, quand on se promène là, sur des applications, voilà, on voit le titre, parfois on voit le producteur, il y a l'image. Ça donne pas une... C'est pas aisé, donc, de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Ou plutôt qu'est-ce qu'on va écouter. Donc, c'est pour cette raison que promouvoir le balado, c'est vraiment la façon de rejoindre les auditeurs. Puis c'est là où on arrive à notre troisième et dernière étape de la diffusion d'un balado. Et pour savoir comment bien promouvoir un balado, il faut voir comment est-ce que les auditeurs découvrent un contenu. Donc, encore là, généralement, chercher sur Internet, c'est comme ça qu'ils vont trouver le podcast qu'ils cherchent. Donc, l'engin de recherche de Google fonctionne. Plus que ceux là, internes au catalogue balado. Puis sinon, c'est beaucoup des recommandations des gens dans leur réseau. Donc, on voit social media, recommandations d'amis.
recommandations de sources auxquelles on accorde notre confiance. Et parce que c'est la recommandation, le bouche à oreille, voyez-vous, j'ai une autre source ici, là. C'est une autre étude, mais ça dit la même chose. Donc, la plupart des gens vont trouver des balados liés aux recommandations qui leur sont faites. C'est très important de rejoindre les gens là où ils sont. Puis, évidemment, la présentation d'aujourd'hui, on ne peut pas aller à fond sur la découvrabilité, mais je voulais juste vous montrer ce tableau-là pour vous montrer que c'est un enjeu qui est extrêmement préoccupant pour le secteur, que sa complexité, parce qu'il y a un volet humain sur toute la promotion, le marketing, il y a un volet machine avec le SEO, là, le Search Engine Optimization, toutes les métadonnées. Évidemment, on pourrait passer 1 heure et demie là-dessus, mais juste pour vous dire, moi, je l'identifie comme étant l'enjeu majeur du secteur. On l'a vu, il y a 1 million de balados, 1 million d'épisodes. Il y en a des centaines de milliers qui s'ajoutent à chaque année. Puis il n'y a pas vraiment de système comme en littérature pour classer tout ça. En plus que, évidemment, on n'a pas d'écosystème de distributeurs, de librairies, de bibliothèques. Et pour cette raison, donc, le bouche à oreille reste quand même la voie royale aujourd'hui pour qu'un balado trouve pied chez ses auditeurs. Ça et le public préexistant. Donc, si Radio-Canada diffuse un balado, comme Radio-Canada, en tant que diffuseur, a un public préexistant qu'il peut rejoindre de différentes manières, via la radio, son site Internet, la télé, etc. Là, un balado qui est soutenu, par exemple, je dis Radio-Canada, mais ça peut être Télé-Québec aussi, vous voyez, eux vont pouvoir trouver ces canaux-là parce qu'ils vont utiliser des publics existants. Et pour cette raison-là, pour toutes les personnes du milieu de la création, de l'édition, qui souhaiteraient explorer le balado comme médium pour complémenter leurs activités littéraires, moi, je recommande de chercher à s'allier à un diffuseur. Il y en a différents types, mais ça peut certainement aider au rayonnement d'un projet. Donc, évidemment, on peut penser à Radio-Canada ou Télé-Québec, mais il y en a d'autres. Donc, tous ceux qui auront un public établi et qui seront reconnus comme des diffuseurs culturels, donc qui vont rejoindre les publics qui ont tendance à s'intéresser à ce type de contenu-là. Donc là, je nomme par exemple le Centre Phi, le Festival du Jamais lu, 2 organisations qui s'intéressent activement au podcast, mais évidemment, tous les diffuseurs culturels pourraient être pertinents. Et finalement, le deuxième enjeu que je souhaite nommer pour le secteur, c'est l'enjeu du financement d'un balado. Je sais qu'à chaque fois que je fais des formations, c'est beaucoup des questions qui reviennent, qu'on me pose. Donc, je vais à l'avant. Comment financer un balado? Donc, il y a vraiment 6 grands types d'options auxquelles les gens pensent généralement. Donc, je vais vous faire un commentaire rapide sur certaines de ces options-là, puis comment ça pourrait s'appliquer pour un projet de maillage avec un livre audio. Souvent, les gens pensent qu'il y a un financement qui peut s'accompagner avec la diffusion. Là, maintenant que vous voyez bien comment fonctionne la diffusion d'un balado, vous pouvez comprendre instinctuellement que non, parce qu'effectivement, Apple, Spotify, Google, vraiment, ils sont juste un miroir. Donc, il n'y a pas vraiment de coût, c'est gratuit, mais ils ne payent rien non plus. Donc là, c'est une question que les gens posent beaucoup, mais typiquement, à moins d'avoir un abonnement payant sur une plateforme spéciale, il y a eu quelques essais comme ça là, en France de modèles d'affaires. C'est toujours difficile à faire fonctionner. Mais généralement, ce n'est pas la voie que les gens vont privilégier, sauf si effectivement, ils le diffusent non pas comme balado, mais comme livre audio avec des licences, achat de droits de diffusion en festival, etc. Mais là, à ce moment-là, on est moins sur un projet balado, mais vraiment sur un projet d'œuvre ou de livre audio. Le diffuseur est une belle option pour le financement d'un balado. Il y a des achats. Audible fait des achats. Je vous recommande, s'il y en a qui ont des projets, de les contacter. Avec Magneto, il y a plusieurs projets là, qui sont en discussion. Puis c'est vraiment ils sont intéressés à financer des projets là, québécois, là, locaux. Évidemment, Radio-Canada, Télé-Québec. Évidemment, pour la plupart des gens qui vont présenter un pitch, il y en a seulement une portion infime qui vont être retenues. Mais ce sont des organisations qui acceptent des projets de l'extérieur. La publicité, c'est intéressant. En balado, une publicité pour 1000 auditeurs, ça vaut beaucoup plus cher que sur YouTube. Sur YouTube, souvent, ça va être 2 $ pour 1000 auditeurs. En podcast, on peut avoir 40, mais on a moins d'auditeurs. Donc, généralement, pour des projets de création, ce n'est pas rentable. Par contre, il y a certaines personnes qui font un podcast pendant très longtemps, qui développent leurs auditeurs
Et si c'est un balado qui ne coûte pas trop cher à faire, par exemple des entretiens, il n'y a pas trop de post-production, ça pourrait, mais le défi est quand même très, très grand. Encore là, à cause de la taille du marché au Québec, là, avec 8 millions de personnes. Sociofinancement, ça aussi, ça peut fonctionner. Bon, il y en a un qui est connu, là, à tort ou à raison, mais je le mentionne, c'est pas un podcast que j'écoute, mais je sais que le podcast de Mike Ward est rentable, financièrement parlant, parce qu'il y a une gang de gens qui l'aiment et qui le financent. Il y a des balados spécialisés, par exemple, dans le monde du jeu vidéo aussi, qui ont un auditoire très fidèle, qui les suivent depuis des années, parce que le balado revient régulièrement et il y a du sociofinancement qui se fait. Donc ça peut fonctionner. Je pense que pour un projet de livre, étant donné qu'il y a moins cette récurrence-là, ou n'importe quel projet à caractère littéraire qui implique une écriture, je pense que c'est moins l'avenue, sauf si c'est un projet de sociofinancement unique, donc pour lancer l'idée. Et nous, c'est ce qu'on avait fait à Magnéto. Donc, en 2017, on a eu une campagne de sociofinancement. Ce n'était pas récurrent, on l'a fait juste une fois pendant 40 jours. Puis ça nous a vraiment donné, ça a fonctionné, on a atteint notre objectif, puis ça nous a donné les moyens de lancer tout l'organisme. Et puis, sinon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de balados, je dirais la majorité des balados que nous, on a fait à Magnéto en partenariat, c'était des balados qui étaient vus comme des investissements. Donc, il y a des organismes culturels, des entreprises privées, toutes sortes d'organisations qui vont dégager une portion de leur budget de visibilité, marketing, spécifiquement pour faire un balado. Puis souvent, ça donne des très, très beaux projets. C'est des mini-séries. Et puis, je pense notamment au Théâtre Katsu qui fait un balado en marge de ses pièces de théâtre. C'est assez bien réfléchi. Mais finalement, en dernier lieu, et ce qui, je pense, est le plus intéressant et pertinent pour le milieu de l'édition, les artistes, tout ce qui peut toucher au maillage entre livre audio et balado, ça va être le financement public à la production. Je pense qu'à ce moment-là, le balado peut être considéré comme une extension des autres disciplines artistiques et aussi comme une extension, dans le cadre de l'industrie, des autres médiums de production. Et donc, il ne va pas échapper aux financements qui régissent ces milieux-là. Donc, du côté artistique et à but non lucratif, on a les conseils des arts. Du côté industrie, à but lucratif, on a notamment le Fonds des médias, les autres fonds de ce genre. Et c'est ces fonds-là qui vont permettre vraiment de financer la production qui va rayonner le plus. Et d'ailleurs, les 3 cas de figure qu'on s'apprête à regarder, là, les 3 études de cas, ce sont tous des balados qui ont été rendus possibles uniquement grâce à du financement public à la production. Donc, c'est là, à mon sens, où en est le milieu du balado en tant que lieu potentiel de mutation pour le livre, pour le livre numérique, pour le livre audio. On est encore sur le financement public. C'est pour ça que c'est important de comprendre le balado, ses forces, ses faiblesses. Moi, je suis intéressée à faire du lobbying pour vraiment créer des programmes qui font du sens, qui aident les autres disciplines, qui aident le balado aussi à émerger en tant que médium d'exploration artistique. Mais pour l'instant, certainement, là, pour des projets littéraires, c'est vraiment généralement l'aide publique qui va permettre au projet de décoller puis d'avoir du sens. Ou sinon, là, c'est pas sur ma liste, là, mais le Dove Money, là, dans le sens où nous, au début, à Magnéto, on faisait beaucoup de bénévolat, on a appris en autodidacte. C'est sûr qu'il y a moyen de faire un balado de manière autonome ou semi-autonome, sans trop dépenser d'argent, sans que ça ne coûte rien. Si, évidemment, on travaille de façon bénévole. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui explorent ça, mais ce n'est pas ce qu'on souhaite à long terme. Donc, il y a vraiment là, un enjeu de financement à réfléchir pour le balado, qui est un médium en évolution. Ce qui nous amène dans nos études de cas. Balado, littérature et livre audio. Donc, il y en avait tellement. Il y a beaucoup, beaucoup de projets. Je ne pouvais pas les retenir tous, mais j'en ai retenu 3. Je commence par revenir sur la slide que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, là, on est vraiment sur le cadran bleu en haut à droite. Natif au balado, c'est
là où se situent toutes nos études de cas. Donc, on oublie tout ce qui est en provenance d'un autre médium, donc les pièces de théâtre, les émissions de radio. On oublie tout ce qui n'est pas scripté. Donc, on est vraiment sur des projets d'expérimentation qui ne sont pas des livres audio, sont vraiment des créations natives pour le balado, qui ne sont pas, c'est pas juste quelqu'un qui lit un texte, là, on est loin de ça. Et qui, au contraire, sont une exploration des possibilités offertes par le médium balado, une exploration de ces possibilités-là dans leur dimension littéraire. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'autres créations balado qui n'ont rien à voir avec la littérature. Ça, on ne voit pas ça non plus. Donc, on est vraiment sur les 3 exemples où la littérature et le balado se sont rapprochés pour faire de beaux enfants. Et puis, bon, là, on est sur le résumé des catégories. Alors, quelle est la différence entre un livre audio, puis au niveau là, de ce qu'on entend là, dans le son, là, puis d'un maillage littérature et balado? Mais dans un livre audio, c'est sûr qu'il y a un texte original, ce qui n'est pas le cas nécessairement dans un projet natif pour le balado. Le livre audio est caractérisé par une lecture d'un texte intégral, sans modification. Un livre audio, il y a un auteur, évidemment, mais il n'y a pas de réalisateur. On n'a pas besoin de réalisateur. On a juste... un réalisateur, si, là, souvent, il va avoir le crédit, mais c'est juste quelqu'un qui était là pour superviser l'enregistrement du texte. Ce n'est pas quelqu'un qui avait une vision de réalisateur, qui a imprimé sa vision de réalisateur. Évidemment, dans un livre audio, il n'y aura pas d'effet d'ambiance sonore, ou sinon très, très, très peu, parfois, là, pour des livres audio d'enfants, mais c'est très, très en retrait, et principalement parce que le récit avance seulement par le texte. Si ce n'est pas dans le texte, ça n'a pas une signification. Et il y a aussi au niveau sonore un certain enregistrement de la voix. La voix est enregistrée en mono. La voix est centrée. Il n'y a pas de spatialisation. Puis, concrètement, ça, je vais vous en faire entendre un extrait juste pour qu'on l'ait bien en tête puis qu'on le distingue de qu'est-ce qu'un projet littérature, balado, où là, on en a de la création sonore puis de la spatialisation. Donc, je vais temporairement arrêter de partager ça ici. Et puis, je ne vois plus ma souris. Ah, voilà. Donc, je vais arrêter de partager ça ici, puis je vais vous faire entendre un très court extrait de livre audio, juste pour qu'on ait en tête, c'est quoi là, une voix là, qui est vraiment enregistrée proche du micro, version livre audio. Je vais vous partager ça. Alors... Voilà. Alors là, j'ai ça. Et on va écouter peut-être quelques secondes. C'est un livre audio de Radio-Canada que j'aime bien. Là, je vous recommande. Ça s'appelle La bête à sa mère. Puis là, on n'écoute pas tant le texte, mais vraiment juste la voix du lecteur. C'est la voix de l'auteur. Là, imaginez à quel point il est proche du micro quand on l'enregistre. Sagesse populaire. À la mémoire de Lucie Picard, avec 1000 regrets. Prologue. Vous avez trouvé le cadavre. Vous devez disposer de toutes les preuves circonstancielles et médico-légales dont vous avez besoin. L'affaire est classée. Vous avez déjà tiré vos conclusions. Mais on ne peut arriver à sa conclusion avant de connaître l'histoire. Voici ma version. Je me livre à cœur ouvert. Ça ne changera rien, peut-être. Peut-être tout aussi. Alors voilà. Je vais vous repartager là, ma présentation. Alors, comme on a entendu, c'est ça, une voix. Quand je dis une voix mono, centrée, sans spatialisation, c'est ça. Évidemment, il n'y avait pas d'ambiance sonore non plus, mais c'est vraiment une voix qui est très, très près. Puis, ce qu'on entend là, pendant le livre audio, là, dure 4, 5, 6, 8 heures, c'est vraiment que ça. Puis, évidemment, il lit le texte. Quand on est sur un maillage entre l'univers littéraire puis l'univers balado, on va avoir une écriture sonore. Ça veut dire que le récit avance par le traitement sonore et non seulement par le texte. Puis là, il y a une grande, grande liberté de création. Puis vraiment, j'encourage toutes les personnes là, qui sont plutôt du côté
création, art, à s'intéresser au balado puis au son, à l'univers sonore comme médium. On peut dire tellement de choses avec juste le rythme, les citations, le chuchotement, l'ambiance. Et d'ailleurs, le premier exemple que j'ai choisi, là, Paul dans le Nord, fait ça très, très bien. Un mariage littérature balado, il y aura toujours un réalisateur. C'est-à-dire que s'il y a un auteur, il y aura aussi un réalisateur, quelqu'un qui va, comme dans un film, avoir une vision du projet et puis qui va apporter sa propre couche d'écriture. Évidemment, une adaptation est nécessaire. Généralement, ce n'est pas possible de dire tout le texte qui était présent dans un livre juste en raison des durées. Ce serait comme faire un film de 8-9 heures. Là. Des fois, là, c'est juste au niveau de la production, c'est juste pas possible. Souvent, ne serait-ce qu'en fonction des coûts. Mais sinon, ça devient un travail extrêmement colossal. Donc, souvent, ça, c'est des œuvres plus courtes ou c'est des adaptations où on ne reprend pas tout le texte. Et puis, bien évidemment, il y a de la voix en maillage littérature balado où on a de la spatialisation, on a plein de comédiens. On va entendre des extraits de chacun des projets que j'ai sélectionnés, puis vous allez entendre tout ça. Alors, notre cas 1. On a une adaptation d'un récit vers un balado natif. Radio-Canada le classe dans sa section livre audio, mais je pense que c'est vraiment très modeste de leur part parce que là, on a vraiment une œuvre très intéressante. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont adapté une bande dessinée de Michel Rabagliati. Et moi, quand j'ai écouté ça, pour moi, c'est une création originale. Ils ne l'ont pas présenté comme tel. Comme je dis, c'est vraiment de la modestie là, de la part de Radio-Canada, mais il y a vraiment une vision de réalisation derrière ça. On va écouter les quelques premières minutes là, du fichier audio de Paul dans le Nord, puis vous allez tout de suite entendre, oui, il y a quelqu'un qui est un narrateur, puis sa voix, comme l'autre qu'on vient d'entendre, c'est centré, c'est mono, mais rapidement, il s'efface, puis là, on entend d'autres personnages, puis là, eux, ils sont spatialisés, on sent qu'ils sont sur une scène, et puis là, c'est comme si on la voit, la scène apparaît à nos yeux. Ça dure 1h30, et il y a 30 acteurs qui font partie de ce projet-là, un par personnage. Évidemment, ça crée des coûts de production élevés. Ça demeurait possible parce que comme c'est une bande dessinée, le texte total n'est pas trop long. Il y a eu une légère adaptation. C'est vraiment très bien fait. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous encourage à l'écouter après la présentation ou du moins après la journée parce que au début, là, le bout qu'on va entendre, c'est un jeune homme, Paul, qui est avec ses parents, puis là, il ronchonne, c'est un adolescent, il ne veut pas trop participer aux travaux de construction avec son père. Puis là, à la fin, 1h30 plus tard, il a vécu toutes sortes d'aventures. Là, ça finit, puis là, le ton de voix est apaisé, puis il n'y a rien qui dit, il n'y a rien dans le texte, mais juste avec un ton de voix, il dit hey, « Père, comment ça marche cette affaire-là en construction? » Puis son père lui dit. Puis là, juste avec les tons de voix apaisés avec lesquels il se parle, là, on sait que la boucle est complétée, puis il a appris quelque chose, il a grandi, il a pris de la maturité, il se réconcilie avec sa famille. C'est super beau. Puis tout ça, c'est dans le non-dit. Tout ça, c'est dans le bruit autour du texte et non pas dans le texte lui-même. Donc, c'est vraiment chouette comme usage là, du médium sonore. Donc, on va en écouter quelques minutes. Donc, je vous partage à nouveau mon autre écran. Voilà, donc là, on va aller dans Paul dans le Nord. Écoutez, quelques minutes, je vais devoir le couper là, après quelques minutes. Vous écoutez une BD audio? Ici Radio-Canada Première. Certains propos pourraient ne pas convenir à certains auditeurs. Nous préférons vous en avertir. Paul dans le Nord est une bande dessinée écrite et dessinée par Michel Rabagliati. L'histoire se déroule entre 1975 et 1976. Je suis Denis Bernard et je serai Paul adulte. Je vous raconte cet épisode de ma vie. Chapitre 1. Saint-Sauveur, été 75.
Polo, viens donc m'aider avec les planches ici, 2 minutes. Mais mon amant est à côté. Ta mère est occupée dans la teinture. Oh, mais je t'occupais moi aussi, là. Bordel, Paul, t'as rien à foutre, je te demande un petit service, là. J'ai pas envie, bon. Hey, reviens ici! C'est ça, va te cacher dans ta cabane! Mais qui pas, Robert? Mais merde, Aline, franchement, là, il pourrait aider un peu, là. Il est là, les doigts dans le nez. Oui, mais... C'est rien qu'un petit bébé gâté, paresseux puis impoli. C'est un adolescent, Robert. Il est en crise d'adolescence. J'ai lu dans un magazine quelque part. C'est une affaire de cellules. Non, d'hormones. Hey, cellule mon œil, là. Il invente n'importe quoi pour les excuser, là. C'est de la paresse pure et simple. Rappelle-toi quand t'avais son âge. Quand j'avais son âge, j'étais déjà apprenti dans une imprimerie puis je versais une pension à ma mère, moi, madame. Ouais, mais c'était en quoi, ça? En 1945? Les temps ont changé, là. Les jeunes se cherchent plus. Si tu le payais un peu pour t'aider, peut-être... No way. Ah non, oublie ça. On en a déjà parlé. Un père ne paie pas son fils pour avoir son aide. C'est totalement contre mes principes. Il doit m'aider parce que j'y demande. Un point, c'est tout. Ça serait bien le bout. Au fond, ce qui te choque, c'est que ça se passe pas comme tu l'avais prévu, hein? Peut-être. C'est vrai que j'avais imaginé finir le chalet avec lui les fins de semaine. Et apprendre un peu à manier les outils, je sais pas. Ça va, les bricoleurs? On a entendu des cris. C'est rien, Denise. C'est Paul qui nous fait la baboune pour faire changement. Fais le travail. Fait que voilà, c'était notre premier extrait. Paul dans le Nord, vous l'avez entendu. Là, on a déjà entendu 4 personnages en quelques minutes, les 2 parents, leur fils, puis là, la voisine. Puis on les sent qui sont disposés dans l'espace. Surtout quand on écoute avec des écouteurs, même juste avec l'ordi, ça peut être perceptible. Puis avec des écouteurs, là, on a vraiment l'impression d'être sur place. Puis remarquez là, la différence entre le présentateur au début, qui avait vraiment sa voix là, mono, centrée, tout ça. Puis là, ça s'ouvre sur un paysage, juste avec quelques bruits. On voit tout de suite la scène se placer et on a l'impression d'être sur place, d'être dans l'histoire. On est vraiment... Puis c'est pas tant difficile de faire ça, mais ça demande vraiment une vision de réalisation. On est vraiment dans la création. Et puis surtout, de bien le faire durant 1h30, de penser les transitions. À certains moments, je trouve très bien choisi là, dans l'œuvre. Il y a des pauses, après la fin d'une section, d'une phrase du récit, d'un chapitre. Il y a une sorte une émotion qui est vécue à cause de ce qui se passe. Puis là il introduit une pause musicale. Puis là, ça permet à l'émotion comme de glisser. Puis finalement, ça reproduit peut-être le rythme qu'un lecteur aurait, qui après un chapitre, comprend, respire, prend le temps là, peut-être de réfléchir à ce qu'il vient de voir sur la page. C'est vraiment une belle réalisation, donc c'est comme un bon exemple de ce qu'on peut faire quand on fait une adaptation. Et je vais vous repartager ma présentation. Voilà. Et puis, il y a quand même des avantages là, au fait d'avoir choisi un texte d'un auteur connu. C'est une première expérience pour Radio-Canada, donc déjà d'y aller avec quelque chose de connu du public. Le texte original était court vu que c'est une bande dessinée. Puis surtout, moi, ce que je relève qui a vraiment aidé au succès de ce projet-là, autre qu'évidemment le talent des personnes qui l'ont fait, c'est que comme le texte original est imagé, déjà dans le texte original, le récit ne passait pas que dans le texte. Donc, moi, je pense que ce qu'ils ont fait à la réalisation, c'est que ils ont gardé le texte en grande partie, mais ils ont remplacé l'image par le son. Puis ça fonctionne assez bien. C'est-à-dire qu'il y avait déjà de la place dans le texte, vu qu'il y avait de l'image, vu que c'est de la bande dessinée. Puis ce qui était dessiné, c'était évoqué par différentes scènes, différents bruitages. C'est assez bien fait. Puis évidemment, l'auteur a été impliqué là, dans le projet, donc ce qui adoucit là, pour ceux qui aiment bien la série des Paul, je trouve que déjà avec les sons, les voix, on se sent très Québec. Je sais pas, ils réussissent à capturer là, ce que moi, je ressens quand je lis les bandes dessinées. Puis c'est sans doute parce que l'auteur était impliqué. Par contre, pour ce type de projet-là, des petits drapeaux rouges, là, les défis, il y a une ampleur de la production. C'était une première expérience du genre pour le producteur, ce qui est toujours à considérer. Puis surtout, là, on n'en a pas entendu parce que ça vient plus tard, mais ils ont quand même choisi plusieurs extraits musicaux déjà composés pour lesquels il a fallu qu'ils libèrent des droits. C'est toutes des choses qui viennent rajouter à la complexité d'un projet.
Le deuxième cas que je souhaite vous présenter, c'est une production que j'ai moi-même supervisée. Donc, c'est le fun. S'il y a des questions par après, je vais pouvoir y répondre. Une petite erreur sur ma slide, pardon. C'est plutôt, évidemment, vous pouvez ignorer la première ligne, le texte original. C'est un projet de poésie et c'est un projet qui vise à faire rayonner la poésie québécoise et qui a eu beaucoup de succès au point où c'est un projet qui est à sa 4e année. Donc, il y a eu une série de poèmes diffusés en 2017 et il y en a à chaque année depuis 2017. Donc, on est à la 4e année cette année. Les coûts de production sont moyens. Et puis, il y a vraiment une réalisation par poème. Et comme il y a 12, 20 poèmes à chaque année, là, on est rendu à des dizaines et des dizaines de poèmes. Donc, c'est des dizaines et des dizaines de mises en scène qui ont été imaginées. C'était très difficile d'en choisir juste un pour vous donner une idée. Donc, en fait, vous n'aurez pas une idée de l'étendue des choses qu'on peut faire dans ce type de petite capsule-là littéraire, parce qu'il y en a au-dessus de 60, mais bon, on va en écouter une. Et puis, l'avantage de ça, c'est que c'est très court, donc on va pouvoir l'écouter au complet. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi. Alors, on va écouter un de la première année. Donc, ça a été diffusé pour la première fois en 2018. Puis depuis ce temps-là, non, 2000. Ouais, c'est ça. Ça, c'est l'année 2018. On va écouter celui de Laurence Ouellette Tremblay. Et le titre du poème, c'est « Je ne suis pas trop loin, pas trop proche non plus ». Alors, ce qu'on a fait pour ce poème-là, il y a un comédien qui l'a appris par cœur. Et puis après ça, on a enregistré sur le terrain. Donc, ça n'a pas été enregistré en studio. Dans ce poème-là en particulier, ce n'est pas le cas des autres. Là. Il y en a 12 là, sur cette année-là. Dans ce poème-là, ce qu'on entend, c'est un travelling. Donc, le comédien étant quelque part, en fait, il est dans la rue. Il y a la réalisatrice, le technicien à l'enregistrement, ils sont avec lui. Puis là, il se déplace. Puis il y a un parcours, puis c'est préarrangé. Et de cette manière-là, le poème est enregistré. Puis le fait de le faire comme ça, c'était la vision de la réalisatrice pour donner son interprétation du poème. Et en fait, je vais vous en dire plus là, sur le rayonnement puis la raison de ce projet-là. Mais écoutons-le d'abord. Poésico. Un poème de Laurence Ouellette Tremblay. Je ne suis pas trop loin, pas trop proche non plus. Je suis juste à la bonne distance pour que la marche me fasse une petite promenade quotidienne, une balade de santé qui m'expose à l'air frais, craquant, même celui de l'hiver. Qu'importe, je me couvre, je sors coûte que coûte. C'est 4217 pas de la porte de mon appartement jusqu'à celle du théâtre où je travaille et où je suis indispensable, où je fabrique les décors et où il m'est permis à personne d'autre qu'à moi de toucher au décor parce que c'est moi qui suis en charge, comprenez? C'est moi qui s'occupe de tout. Et c'est toujours très beau, paraît-il, très achevé. Les journaux l'ont dit plusieurs fois, surtout pour les auréoles de Pontekiov, où il y avait même les costumes que j'ai faits à la main, qui étaient, selon le critique, d'un rare raffinement. C'est bien étrange que les journaux parlent autant de mon travail. Je veux dire, c'est ironique. Je veux dire, c'est ironique, ça porte à rire, puisque c'est tout de même, grâce à eux, si tout est beau, si beau et si convaincant, car je m'entête, voyez, je m'entête à ne travailler qu'avec du papier journal. C'est la seule chose que j'utilise. Vous me direz, c'est absurde, voyons, quelle contrainte! Et vous aurez raison, mais il n'a jamais été question que je manie autre chose. Ma donne a une autre texture. La fibre du bois, le lissé du satin. Personne n'oserait même me le proposer. Et si quelqu'un le faisait, ce serait à la blague, par badinage, l'œil moqueur. Tout le monde est au courant de mon intransigeance. C'est comme ça,
C'est l'évidence même. Et j'ai un petit chariot en grillage que j'amène partout avec moi. C'est un chariot sur roue que j'ai découvert dans le débarras de l'immeuble. L'immeuble où je vis, une pièce au sous-sol que je visite rarement, une pièce dans le noir. Je suis allé par jour de grande hardiesse. Le concierge m'avait laissé la clé. 1, 2, 3, courage! Il y a rien là-bas qui te veuille du mal. J'ai trouvé le chariot et je l'ai pris parce qu'il n'avait pas l'air d'appartenir à quelqu'un. Il n'avait pas l'air bien utile, sauf qu'à moi, oui. Oh que oui. Je l'ai pris, je l'ai amené chez moi. Les mêmes mois, je l'ai pris et puis voilà. C'était mon chariot. Personne n'a rien dit, alors tout va bien. Je n'ai pas volé, hein? Je n'ai pas commis de larcin. Ce qui me rassure beaucoup, sans que je sache pourquoi j'éprouve une telle volupté à respecter les règles, la droiture m'est un mystère, mais elle me demeure nécessaire. L'ordre m'apaise. Cela, je le sais. J'ai bien beau être un spécimen particulier, une anomalie. Je conserve certains scrupules, comprenez? Je me désire irréprochable, une surface lisse n'offrant aucune prise à vos crocs. Je vous connais. Vous êtes sans merci. Voyez-moi très grand, mince et absorbé par mon travail. Non, nous ne discuterons pas, c'est moi qui parlerai. Imaginez, moi, effacé mais pourtant présent, la goutte de lait qui tache le tissu, une blanche erreur. Poésigo, une production. Alors voilà, c'était un des dizaines de poèmes qui ont voyagé à travers le monde en étant portés à la création sonore. Ce qui est vraiment fantastique avec le projet Poésigo, c'est que c'est un projet qui est issu de partenariats avec des festivals à travers le monde. Donc, c'est une initiative du Festival de la poésie de Montréal et qui ont fait partenariat avec Magnéto pour la réalisation sonore. Et puis, la vision, c'est vraiment de confier le poème à un créateur sonore qui va en faire sa propre interprétation. Et c'est de cette manière-là que, parce que la mission du festival, la raison pour laquelle les fonds ont été attribués pour ce projet-là, c'est vraiment le rayonnement de la poésie québécoise. Puis le pari pris, c'est de dire, ben juste faire une lecture, tu sais, comme parfois, il y en a beaucoup, là, des lectures, souvent c'est live, il y a des festivals, il y a des lectures, mais là, c'est de dire, ben la performance, ça ne sera pas une performance live, ce ne sera pas une lecture, disons, par l'auteur, parce que c'est que des comédiens, il n'y a pas d'auteur, sauf Joséphine Bacon, qui lit son propre poème parce qu'elle parle Innu. Ce sont des comédiens qui lisent les textes. Et il y a vraiment cette vision-là de porter le poème à la création sonore, d'en faire une deuxième œuvre. Donc, il y a l'œuvre du poème, puis il y a l'œuvre de la création sonore à partir du texte. Et ça a eu un très beau succès. C'est sûr que quand on parle de succès dans le milieu de la poésie, là, on n'est pas sur des milliers d'auditeurs, mais je veux dire, dans le milieu de la poésie, c'est un projet qui vit depuis plusieurs années parce que de faire ce type d'adaptation-là, de faire une œuvre avec l'œuvre, de porter en format numérique, en format sonore, ça a permis à ces séries de poèmes-là de voyager. Et le Festival de la poésie de Montréal a fait des partenariats avec l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, la Belgique. Tu sais, c'est vraiment des projets qui se sont promenés beaucoup. On a eu des partenariats de diffusion in situ, beaucoup c'est court. Donc, il y a beaucoup d'endroits où ces poèmes-là ont été diffusés avec un casque, donc des postes d'écoute, donc le Salon du livre, des maisons de la culture. Et nous, on savait que c'était quelque chose qui était une demande. Donc, c'était une des façons dont le poème allait être écouté. C'est aussi beaucoup diffusé en balado. Comme vous le voyez, là, je le fais jouer sur Apple Podcast. Mais un des défis, c'était quand même de s'assurer que le mixage soit bon pour l'écoute au casque aussi en festival. Mais sinon, c'est un très beau projet là, pour le monde de la poésie. C'est une idée du Festival de la poésie. Puis ça a très bien fonctionné. Un autre défi, c'est que parfois, là, quand on est ailleurs,
par exemple, là, quand il y a eu des versions en Allemagne, là, il fallait penser à des traductions. En fait, chaque projet vient avec ses défis, mais vraiment, c'était comme je trouve que le Festival de poésie a bien imaginé là, les maillages possibles. Alors, on arrive bientôt à la fin de notre présentation et ça tombe bien parce que j'arrive à mon troisième et dernier exemple qui est un cas d'une écriture d'un récit par un auteur jeunesse. C'est une commande qui a été faite à Simon Boulris. Donc, ce projet-là, La vie secrète de l'art, c'est le plus récent de ceux que je vous présente. Ça a été diffusé en 2020. C'est une idée originale de moi-même. Et ensuite, moi, j'ai vraiment fait une passation du projet à toutes les personnes qui ont fait la réalisation. Donc, je n'ai pas du tout été impliquée dans la réalisation. J'ai simplement eu l'idée là, du projet, mais ensuite, c'est vraiment là, toute l'équipe de Magnéto qui a assuré la réalisation. C'est un partenariat avec le Musée des beaux-arts de Montréal. C'est un projet de médiation culturelle, c'est un projet d'écriture jeunesse, c'est plein de projets à la fois, mais surtout ce que c'est que c'est un texte qui met en valeur une œuvre muséale. Donc, le Musée des beaux-arts a créé une sélection de quelques œuvres muséales qu'il voulait présenter à un jeune public. Donc, tout le projet est... donc, on est vraiment en littérature jeunesse, ou en tout cas, si on n'est pas en littérature, on est certainement en jeunesse. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à un auteur qui a de l'expérience en écriture pour le jeune public. Et l'idée, c'est de créer un récit autour d'une œuvre muséale. Donc, je vais vous faire entendre un de ces extraits-là. Comme c'est pour les enfants, comme c'est pour être fait, pour être en écoute accompagnée, parfois à la maison, parfois en classe, parfois au musée. C'est encore là très, très court, fait qu'on va pouvoir l'écouter au complet. Alors, je vous montre notre dernière écoute pour aujourd'hui. Alors, ce que vous voyez là, c'est l'image de l'œuvre visuelle qui a été sélectionnée par le musée. Et ce qu'on entend, c'est une mise en récit, c'est comme une mini-histoire, c'est une vignette qui est inspirée de l'œuvre, de cette peinture-là, une peinture classique. Et c'est comme c'est comme un univers de la peinture. Ça aurait été intéressant d'en faire 4, 5, 1 pour le même, voir 4, 5 auteurs imaginer différentes scènes à partir de la même œuvre. Mais en fait, c'est plutôt Simon Boulris, un auteur qui a imaginé plusieurs petites scénettes et histoires à partir de plusieurs œuvres. Mais c'est vraiment, on peut aller dans toutes sortes de directions avec ce type de projet-là. Alors, on écoute ça. Ah oui, puis vous avez peut-être remarqué, moi j'écoute les yeux fermés, je vous encourage à faire ça. On écoute vraiment, on perçoit plus quand les yeux sont fermés. Alors, je vous encourage, ceux pour qui c'est possible de le faire. La vie secrète de l'art. Ératosthène enseignant à Alexandrie, de Bernardo Strozzi. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde, disait Nelson Mandela. Quand j'étais petit, je rêvais de devenir enseignant. À l'époque, j'espérais partager mes connaissances et mes passions, surtout pour la théâtralité de la chose. Je me voyais avec une grosse barbe blanche, parfaite pour incarner toute ma sagesse et tout mon savoir. Au sous-sol chez moi, il y avait un vieux tableau vert et des craies blanches. Des traces de craie partout sur mes vêtements. Je m'amusais à m'expliquer le monde. La Terre est ronde. L'air chaud monte. L'air froid descend. Le mot discours prend toujours un S à la fin. Et 14 et 6 font 20. Je faisais pivoter le globe terrestre sur son socle, comme on s'organise pour que la chance tourne pour soi. Le monde était à moi. Je transmettais à des élèves fictifs un savoir que je ne possédais pas encore tout à fait. Puis j'ai grandi.
J'ai vu Pluton perdre son statut de planète, puis le regagner. J'ai appris les prénoms des ouragans qui alternent entre féminin et masculin. J'ai su que les mots amour, délice et orgue deviennent féminins au pluriel. Un amour, des grandes amours. Mais pour obtenir le résultat de 14 multiplié par 6, il me faut toujours une calculatrice. Je sais tant de choses, mais j'en ignore encore plus. Il m'arrive de partager mon savoir, mais j'aime davantage recevoir l'enseignement des autres. Je ne suis pas devenu un enseignant. Je suis devenu un enseigné. Je suis celui à qui on enseigne. Je suis celui qui veut apprendre comment le monde peut se bonifier. Je suis un élève éternel. Les traces de craie sur ma peau ne partiront jamais. Alors voilà, c'était notre troisième et dernier extrait. Et puis, ce que je relève là de pertinent pour les maillages entre les textes, l'écriture, l'univers sonore, l'univers du balado dans ce projet-là, c'est qu'on voit comment le son, le traitement sonore, ça peut vraiment se mettre au service de différents médiums. Donc là, on a 3 médiums. On a évidemment l'œuvre originale muséale, la peinture que vous avez vue. Le texte qui est imaginé une histoire à partir du personnage qu'on voit, c'est comme un discours intérieur. Puis là, le son qui met tout ça en relief et évidemment qui est pensé pour un enfant. Donc, le public cible, c'était pas vous, là, c'était un enfant, mais quand même, ça s'écoute bien. Il y a quelque chose dans le traitement sonore qui est très enveloppant et qui va créer quelque chose d'un peu plus immersif que la page. Fait que justement, dans le cas de projets jeunes publics, surtout d'écoute accompagnée, ça peut être intéressant à ce niveau-là. C'est un avantage d'avoir un public cible précis pour ce projet-là. Ça invite au format court, puis on était accompagné par la puce à l'oreille qui est spécialisée en médias jeunesse, donc vraiment sur différents aspects techniques, tactiques, sur comment créer des contenus pour cette tranche d'âge-là spécifique. Puis aussi, au niveau de la production, vous avez entendu, il y avait des nappes musicales, il n'y avait pas de mélodie, mais on a entendu des instruments, des notes de piano. Moi, j'aime bien appeler ça peut-être des nappes musicales, des ambiances. C'est pas comme de la musique, on pourrait pas dire voici, c'est un morceau, il y a un titre, c'est pas ça. C'est des choses qu'on compose à l'interne, c'est vraiment ce qui est souvent le plus utile, le plus pertinent dans un projet de création balado, un projet de création sonore. Généralement, la musique mélodique, c'est trop distrayant, acheter des musiques, tout ça, c'est généralement pas super aidant. Sauf quand c'est vraiment une pause entre 2 sections, comme ils ont fait dans Paul dans le Nord. Et donc, comme c'est plus des notes, des nappes, il n'y a pas de musique à acheter, donc tous les droits sont détenus à l'interne pour ce projet-là. Ça simplifie beaucoup les choses, ça simplifie la mise en ligne. Bon, le texte a été commandé, la musique, on l'a fait nous-mêmes. Donc, c'est quand même un projet assez simple, ce qui fait en sorte que le coût était assez minime, ce qui est de bon augure si on veut expérimenter davantage, faire davantage de séries. Puis aussi, ça aide parce que c'est un premier partenariat du genre. Donc, évidemment, le musée n'avait jamais fait ça, nous non plus, ce type de maillage-là où chaque personne est responsable d'une petite partie du projet. Évidemment, le Conseil des arts a financé. Donc, c'est vraiment ces 3 exemples-là, une sélection seulement de tous les types de maillage qu'il peut y avoir entre
l'univers du livre et l'univers du balado. Mais dans tous les cas, un bon balado qui investit les ressources de l'écriture sonore va avoir certains points en commun. Puis je vais m'arrêter après ça pour prendre quelques questions. Mais on va avoir une attention portée au rythme, à tout ce qui est la matière sonore. On va avoir des sons dits anecdotiques. On les reconnaît instantanément. Il y en avait là, dans ce qu'on a écouté récemment. Donc, les pages qui tournent, l'auto qui se ferme, une porte d'auto qui se ferme. Je l'ai dit, on va utiliser plutôt des ambiances que des musiques mélodiques. Et surtout, dans tous les cas, l'écriture, s'il y a déjà un texte, il va être réécrit avec des didascalies sonores. Il va avoir d'un côté, oui, les paroles dites par les acteurs, mais de l'autre côté, tout ce que le créateur sonore va introduire comme ambiance, puis c'est ça qui va faire avancer le récit aussi. Et c'est une caractéristique généralement des projets qui vont avoir vraiment une texture, un intérêt sonore, qui vont être particulièrement pertinents en médium balado. Alors, il est déjà 14h30. Moi, je m'arrêterai ici pour susciter la discussion. Je nous laisse sur cette slide-là d'autres idées de maillage balado. Il y en a tellement, j'aurais pu faire 1h30 de juste la liste de tout ce qui se fait qui est intéressant. Mais on serait rendu plutôt à la période de questions. Et puis, je vais revenir ici là, sur la slide de tous les autres projets là, qui sont des projets de maillage entre le balado et l'univers de la lecture. Télé-Québec en a fait, où ils parlent de livres, un livre par épisode. En France, il y a un éditeur qui s'allie avec un service de podcast et puis ils ont fait un podcast sur l'écriture d'un livre, puis découvrir de l'intérieur le milieu d'édition. Fred Pellerin, que vous connaissez sans doute, a choisi de faire en format balado une de ses nouvelles œuvres plutôt qu'en live ou encore en écrit. Donc, le balado vient s'ajouter comme une corde à son arc. Et finalement, parfois, ça va dans le sens inverse aussi. Parfois, c'est le milieu du livre qui est au service du milieu du balado. Parce que dans mon dernier exemple, c'est un balado qui est populaire au Québec, qui existe en format balado depuis des années. Et parce qu'il était populaire, il s'est fait publier en livre. Certaines de ses histoires ont été éditées. Donc voilà. Michel, je te remets la parole. J'arrête de partager. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Zoé. C'était vraiment passionnant. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est de voir que d'aller spécifiquement sur l'art de la balado-diffusion et du balado lui-même comme œuvre de création, comme territoire de création spécifique et non comme unique territoire de diffusion. Je vous avise que j'ai quelques petites annonces à faire. En fait, évidemment, j'ai beaucoup aimé la présentation. On va tout à l'heure, en ouverture du prochain webinaire de Sylvain Aubé, on va faire jouer une balado qui a été justement réalisée par Sylvain Aubé à partir d'œuvres qu'on présente dans notre vitrine d'exposition ici sur la rue de Gaspé. Et ça correspond vraiment à ce que Zoé expliquait comme nous, en tant que diffuseurs, on a investi dans la création de balados pour des objectifs de diffusion. Donc, on rentre dans sa catégorie marketing, mise en marché de projets, genre artistique. Et bien, comme organisme, nous, on considère que construire un corpus de balados représente un actif. Alors, c'est un peu dans ce sens-là, je pense qu'elle avait expliqué ça dans le type de financement. Donc, nous, on est un organisme qui appuie ce genre d'initiative. Là, on a aussi, Zoé a fait part, ensuite, moi, je fais mon petit bref et ensuite, on ouvre la porte pour des questions. Je voudrais mentionner aussi que Zoé a fait part du projet en réalisant en collaboration avec La Puce à l'oreille, qui est, je voudrais mentionner que le prochain programme de webinaire jeudi prochain porte sur l'édition jeunesse, notamment avec
Pruniotier de La Puce à l'oreille et Judith Beauregard de Tobo Studio. Ensuite, je voudrais, je ne l'ai pas dit au début, j'ai oublié, mais on remercie le Conseil des arts du Canada pour la présentation de ce programme. Et je vais aussi mettre dans le chat, tout de suite après, ensuite on ouvre aux questions, un lien du Fonds des médias du Canada qui donne quelques recettes pour la création d'un balado. Évidemment, comme toute recette, il faut prendre avec des pinces, avec un grain de sel et adapter la recette à sa convenance. Mais ce qu'on comprend de la présentation, c'est que concevoir un projet de balado-diffusion, de balado, en utilisant vraiment les spécificités du médium est un axe de création beaucoup plus tripant pour nous comme artistes créateurs que comme simple vecteur de diffusion. Voilà. Alors maintenant, j'ouvrirai la période pour quelques questions, une dizaine de minutes de commentaires. Est-ce qu'on a des interventions? Est-ce que des gens lèvent la main? Moi, j'aimerais juste féliciter franchement pour ta présentation, Zoé. C'était vraiment très instructif et même divertissant, je dirais. Puis, ça donne des idées, en fait. Ça a clarifié beaucoup de choses pour la balado, tout ça. Puis le lien qu'on fait avec le pont que tu as fait avec le livre audio, je trouve ça vraiment très intéressant parce que c'est vrai qu'il y a des ramifications possibles. Puis les derniers exemples nous montrent bien que c'est... Mais c'est tout de l'écrit de toute façon, hein, c'est de l'adaptation. Fait que jouer avec les sons, jouer avec les ambiances, jouer avec les profondeurs, tout le design sonore là, derrière ça, c'est vraiment fascinant. Donc, je voulais te remercier personnellement. Ah ben merci Jimmy. Moi, ce que je voulais avec cette présentation-là, c'était vraiment inspirer puis donner des idées. Donc, parfait. C'est comme on est au début là, de ce que le milieu culturel peut faire en termes d'idées, de projets. Il faut que ça explose, il faut qu'on prenne notre place. Donc, c'est le temps de se lancer. Alors, on a un commentaire de Yannick Guéguin. Alors, le balado, littérature sans livre, un théâtre sans scène, un cinéma sans images. C'est tellement bien dit. Yannick, je ne sais pas si tu voulais parler, mais le micro est coupé. Yannick, tu es toujours coupé. Oui, excusez-moi. Mais c'est au fond, quelle discipline convient mieux peut-être à ce média, mais en termes de fiction, en fait, ce serait un peu ça ma question ouverte. J'ai peut-être manqué le début de la question, mais je vais en profiter pour peut-être, j'espère que j'y réponds, mais si on se dit, il y a le documentaire, il y a la fiction, contrairement au cinéma, en balado, c'est la fiction qui est plus facile à produire en termes de... Là, je parle comme une productrice, là, coûts, etc., là, mais les artistes peuvent m'ignorer, mais pour tous ceux qui sont plus du côté production, non, c'est ça, la fiction, c'est plus facile en balado. Le documentaire, il y a vraiment, il faut vraiment se plier au réel, aux voix qu'on peut bien capter. Les meilleurs balados documentaires sont incroyables, peut-être même meilleurs que les meilleurs balados fiction. On est quand même un petit peu à la remorque du réel en documentaire, puis en balado, comme on n'a que la voix, puis on n'a pas, justement, on ne peut pas faire de transition avec les images, de mettre nos propres prises de vue en plus de ce que les gens ont bien voulu nous dire. Donc, c'est vraiment, ça demande un plus grand doigté faire du balado documentaire. Souvent, les coûts de production pour la même durée vont être similaires, souvent plus élevés en documentaire, surprenamment, ce qui n'est pas le cas en fiction. Mais ce qui est vraiment, vraiment le fun en balado, c'est tout l'univers du docu-fiction. Moi, je dirais, s'il y a un type de récit dans lequel le balado excelle plus que tous les autres genres,
c'est le docu-fiction. Parce qu'on peut mêler des voix fictives avec des voix réelles de façon complètement invisible. La couture ne paraît pas. Nous, on a déjà fait ça à Magnéto. On avait une prise de voix réelle puis un acteur dans la même scène, puis ils se parlaient, mais l'auditeur ne s'en rendait pas compte. Ça fait qu'en plus, vraiment beaucoup s'amuser. Est-ce que Yannick, ça répond à ta question? Tu es encore sur mute. Non, ben, c'est une question ouverte, donc, mais je pense qu'il y a quand même tout un univers à se questionner. Et c'est comme une quatrième dimension, d'une certaine manière aussi. Oui, je dirais même que c'est peut-être la dimension première, tu sais, parce que dans tout le théâtre, le cinéma, la littérature, finalement, c'est la voix, il y a la voix des personnages, il y a la parole humaine, tu sais, c'est quand même Puis le balado, c'est comme le distillat pur de cette présence-là de la voix puis de la parole. C'est intéressant que tu parles du docu-fiction parce que dernièrement, on a été approché par un artiste justement qui veut intégrer de la balado dans le cadre d'un projet multiplateforme d'exposition, de diffusion. Et finalement, c'est intégrer un nouveau canal d'expression et de la littérature du texte parce que son projet est aussi un projet écrit. Donc, c'est une extension de la création de fiction. Donc, c'est intéressant de voir ça comme ça. Évidemment, pour des gens qui s'intéressent au développement de la création numérique, de la littérature numérique et de la fiction et de la création à travers les arts numériques, tout azimut, comme un centre d'artistes comme Topo, qui a dans son ancrage la création de l'exploration de la narration, des nouvelles narrations numériques. Bien, est-ce qu'il nous reste un petit peu de temps pour une dernière question, peut-être? Avant de reprendre, je vous avise que on va commencer la balado d'introduction à 3 minutes avant, 3 à 5 minutes avant 15 heures. Donc, ça laisse une petite pause très courte d'environ 15 minutes. Mais on a un petit 2 minutes pour une dernière question. Moi, j'en ai une encore. Mais... Vas-y. Au fond, la différence entre, je dirais, un balado qui est plus une écoute méditative et un balado qui serait plus une écoute en action ou l'action d'écouter, je ne sais pas. Donc, quelque chose qui serait plus in situ versus quelque chose qui serait plus une écoute personnelle, sans mouvement. Mm-hmm. Il y a les deux en balado parce que déjà, la plupart des entretiens ne sont pas situés. Tu sais, physiquement, là, on n'a pas l'impression d'être plongé dans un plan spatial. C'est très abstrait. Tu sais, souvent, les entretiens en studio, les gens sont, tu sais, la voix est au centre. C'est comme le livre audio. Tu sais, on n'a pas l'impression que la personne est dans une pièce, puis on n'a pas l'impression d'être dans une pièce avec elle. Alors qu'il y a beaucoup de projets audio qu'on n'a pas écoutés. Je pense à Caval, notamment, de Radio-Canada. Peut-être certains ont entendu ça. Puis évidemment, tous les projets documentaires où la personne est allée là avec un micro stéréo, puis elle faisait juste capter là, ce qui était sur le terrain. Par exemple, si je vais au port de Montréal avec un micro stéréo, puis après ça, je vous fais entendre ça brut, vous allez un peu avoir l'impression d'être sur place, surtout si vous êtes si vous êtes vraiment entre les deux haut-parleurs, c'est-à-dire si vous avez écouté si vous utilisez avec ça plutôt que juste dans la pièce. Ouais, à ce moment-là, on peut avoir une sensation d'immersion. Puis ça, c'est important quand vient le temps de réfléchir à notre procédé narratif. Où est situé l'auditeur? Tu sais, quand je donne des formations vraiment en conception, c'est vraiment une question que j'invite les gens à se poser, surtout quand ils sont en documentaire ou en fiction. Quand on fait des entretiens, c'est comme moins grave parce que l'auditeur n'est jamais vraiment situé. Là. On écoute un entretien, les gens sont en studio, on n'y pense pas, tout est abstrait. Mais dès qu'on est sur le terrain, dès qu'il y a du concret, dès qu'on est soit dans une scène de fiction ou qu'on est sur le terrain en documentaire, il faut vraiment qu'on sache l'auditeur il est censé être où, puis est-ce que c'est cohérent pour lui, là, tout ce qui se passe, puis est-ce qu'il est capable de comprendre les choses à travers juste le son. Puis dans le poème qu'on a écouté,
on comprend, tu sais, il dit « Ah, j'habite dans un immeuble au sous-sol. » Là, on l'entend descendre des escaliers. Fait que sans qu'il le dise, il dit pas « Ah, je suis en train de m'en aller chez nous », mais on l'entend. Puis ça fait partie du récit, parce qu'on comprend. Ah, c'est le fun. Je vois un commentaire de Joanna qui dit « J'ai la tête full d'idées pour la création. » Yes, c'est ça le but. Merci. En fait, le poème qu'on a entendu, c'est un poème très, très narratif. Là. Il y a vraiment, il y a vraiment il y a un récit, on sent le déroulement, il y a un accompagnement. C'est intéressant. Je pense que le contenu doit accompagner le format final du rendu. Alors, dans le cas du poème qu'on a écouté de Poésigo, il y a vraiment c'est un poème narratif, vraiment avec une ligne dramatique. Mais il y a un autre aspect pour finir. En fait, j'ai une petite question. Parce que Poésigo aussi, c'était relié à une application aussi qui était dans le métro, qui faisait déclencher les poèmes. Alors ça, tu n'en as pas parlé, mais je sais que vous avez été lié à cet aspect expérimental de la diffusion. Ce serait intéressant d'en glisser quelques petits mots avant de clore. Absolument. Oui, fait que ça, on a fait ça la première année. C'était vraiment très, très ambitieux comme projet. Je me rappelle, à Mané, j'étais rendue, c'était vraiment difficile, ça a failli pas marcher. J'étais comme rendue, je n'étais pas qualifiée pour faire ça, j'étais comme rendue à minuit à essayer d'envoyer un courriel à la prévention du terrorisme, à la STM pour leur dire que nos objets Bluetooth n'étaient pas dangereux. En tout cas, ça a pris, là. Puis là, j'étais là en train de lire sur Wikipédia. Je me rappelle encore, j'étais au bureau en train de lire sur Wikipédia à minuit sur les objets Bluetooth pour essayer de décrire comment ça marchait, un signal Bluetooth, parce que les gens à la STM, le comité de sécurité, il fallait qu'ils valident notre petit objet. En tout cas, des fois, les projets numériques, ça peut devenir vraiment complexe. Puis moi, comme vous le savez, je fais de la production balado, je n'étais vraiment pas... En tout cas, finalement, la STM, accepter le projet, mais non, c'était quelque chose. D'ailleurs, c'est la seule année qu'on l'a fait parce qu'après ça, le projet était comme il tournait à l'extérieur. Il était dans d'autres villes que Montréal, mais la première année qu'il était à Montréal, c'est ça, la STM a fait un partenariat avec nous puis le Festival de la poésie, puis on avait des objets vraiment cute qui s'appellent des totemis, puis c'est un petit objet, ça ressemble à un lapin, puis dans son ventre, ça a une balise Bluetooth, puis c'est connecté à une application. Ça avait été développé en Suisse. On avait trouvé ça dans une foire. En tout cas, bref, ça coûtait cher, mais c'était vraiment beau. Puis les gens qui ont des subventions, là, je vous recommande, là, je vais l'écrire dans le chat, ça s'appelle Totemi. Ils sont partout dans les musées en Europe. C'est vraiment bien comme produit. C'est une application qui parle avec cet objet-là dans l'espace physique. Puis là, ce qu'on voulait, c'est que les gens jouent à trouver des poèmes. C'est pour ça que tout le projet s'appelle Poésigo. C'est parce que, pour ceux qui s'en rappellent, 2017-2018, c'était les années de Pokémon Go. Fait que Poésigo, Pokémon Go. Fait que l'idée, c'était vraiment une idée là, très folle, très grandiose, comme on les aime, là, avec plein d'artistes à table qui lancent leurs idées. Puis finalement, ça a marché. C'est ça qui est incroyable. Ben, on s'est dit... La poésie, tu sais, qui de nos jours va lire des poèmes régulièrement? Tu sais, presque personne. Nous, on voulait que la poésie fasse irruption dans le quotidien des gens. Tu sais, c'était vraiment ça comme le défi qu'on se mettait. Fait qu'on s'est dit, ben, si les gens téléchargent l'application, puis qu'après ça, vraiment, qu'est-ce qu'il y a de plus quotidien que prendre le métro? Puis qu'après ça, quand ils passent dans certaines stations de métro, ils reçoivent une notification disant « Hey, bravo, tu as trouvé un poème. » Tu sais, comme dans cette station de métro se trouve un poème. Ben après ça, ils vont avoir plus tendance à l'écouter, parce que c'est comme quelque chose qu'ils auront trouvé, qui sera à eux. Puis c'était ça. Fait que, dans les premiers épisodes, là, je ne me rappelle plus dans quelle station de métro était le poème que je vous ai fait écouter. Dans le fond, chaque poème était physiquement situé en quelque part. Puis c'est comme ça qu'il a été disponible au début. Plus tard, on l'a mis sur les applications balado, mais au début, il était juste disponible physiquement dans les stations de métro. Fait qu'il fallait jouer, il fallait avoir l'application. Puis là, ben, à un moment donné, si tu es dans une station de métro, puis tu es comme dans la zone... on les avait mis pour les tourniquets, là, pour dire ben, dès que tu es dans une station de métro, tu le trouves. Là. Mais dès que tu passes le tourniquet, fait que là, tu recevais une notification, puis ça te disait ah, bravo, tu as trouvé tel poème de telle personne, peux-tu l'écouter? Puis là, souvent, ben, comme les gens sont en métro, puis ils ont juste ça à faire, ils cliquent oui, ils l'écoutent. Fait que c'était comme une façon d'imaginer comment la poésie peut faire irruption dans la vie. C'était assez complexe. Les autres années, il y a eu des diffusions in situ, mais c'était pas avec le métro. Après ça, ça a été aux Jardins nationaux à Paris.
au Festival du marché de Paris, dans plein de festivals. Mais vraiment, dans le métro, c'était la première année, puis c'était très fou, très le fun. J'espère que ça répond à ta question, Michel. Oui, c'est parfait. Ben, en fait, on remercie le programme de la Ville de Montréal qui incite à la création numérique en relation art-industrie et qui permet ce genre de projet. Alors voilà, je pense qu'on va mettre un terme à la présentation parce que dans 13 minutes, on va reprendre avec la diffusion du podcast réalisé avec Sylvain Aubé et la présentation de Sylvain Aubé dans exactement 15 minutes. Oui, à tout de suite. Allez, Merci, Michel. Merci, Gabriel. Merci tout le monde. C'est vraiment chouette l'occasion de réfléchir à ça avec vous. Donc, je vous dis au revoir. Je reste là pour écouter Sylvain, mais je vais fermer mon micro. Donc, bonne fin d'après-midi tout le monde. Super.